César, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le PDG, le fondateur d'Open Data Soft, qui est une entreprise que vous avez créée il y a 11 ans, C'est ça. 11-12 ans, à la même époque quand je créais Opinion Internationale. Et je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre nouvelle rubrique Opinion Entrepreneur. Alors ici, on a un très beau décor qui illustre un peu les couleurs et la vivacité de votre entreprise, mais on est pour nos auditeurs sur les toits de Paris et juste en face de l'Opéra de Paris. Et c'est une joie d'être dans la plus belle ville du monde, la ville linéaire. Alors, une première question, puisqu'on parle de tout entrepreneur, qu'est-ce qui en vous a réveillé la graine de l'entrepreneur, et plus particulièrement il y a 12 ans? Il y a 12 ans, je travaillais avec mes associés dans une société de technologie. On développait des technologies de moteurs de recherche. Alors, tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est, hein, avec les moteurs grand public qu'on utilise au quotidien. Et on a vu arriver d'autres types de contenus. Aujourd'hui, il est assez familier de chercher des contenus, des images, des vidéos, des textes sur Internet et ailleurs. Mais on voyait arriver, et on reviendra là-dessus, je pense après, des nouveaux contenus de type données, data, comme on dit aujourd'hui. Et puis voilà, à l'époque j'avais 40 ans, j'avais déjà un certain nombre d'expériences et je me suis dit j'aimerais apporter j'avais ma pierre à l'édifice, ma vision, ma conviction, qui est celle que on doit pouvoir démocratiser, mettre à la portée de tous ce nouveau contenu qu'est la donnée. Quoi de mieux que de monter une entreprise. Alors, Open Data Soft, vous êtes sur le marché des données, de la donnée. Alors, pas la donnée personnelle, mais plutôt les données non personnelles, les données que partagent ou que conservent les entreprises, les collectivités locales, bref, les acteurs de la société et de l'économie. Vous êtes un petit, un grand, un moyen acteur sur ce secteur de la donnée, et est-ce que les Français sont bien présents, ou est-ce que ce sont plus les sociétés américaines ou chinoises qui sont sur ce secteur? C'est vrai qu'on résume souvent la donnée à la donnée personnelle, mais il y a plein d'autres choses et je pense qu'il y a d'ailleurs plus de données finalement non personnelles et qui sont souvent non exploitées. Donc nous, on s'est lancé sur ce créneau-là il y a 2 ans. Ça peut être des données, là dans les bureaux où nous sommes, voilà, on a des capteurs de qualité de l'air pour savoir si l'air est de bonne qualité pour nous. Ça, c'est une donnée non personnelle. C'est une donnée qui ensuite va être agrégée, suivie dans le temps et peut-être par notre fournisseur de capteurs mutualisée avec d'autres. Et ça peut donner une information globale sur notre quartier, sur la ville, etc. Donc on voit que finalement une mesure unitaire là dans le bureau où on se trouve peut être assemblée à d'autres, venir une information extrêmement utile pour voir l'évolution. Dans une collectivité locale, ça va être quoi, une donnée non personnelle? Des données non personnelles, ça peut être des données budgétaires qui concernent tout le monde mais qui ne concernent pas les individus, ça peut être des données culturelles, ça peut être des données où finalement on capte le trafic, la circulation, je parlais de qualité d'air, c'est vrai aujourd'hui, le comptage des vélos puisqu'on est à Paris, c'est un sujet, aujourd'hui ils sont comptés, ils sont très nombreux et ça, ce sont des données qui sont non personnelles mais extrêmement utiles. Alors pourquoi vous dites que les données sont un trésor caché à valoriser? C'est un trésor caché parce que souvent la donnée elle est créée, elle est utilisée une fois. Voilà, on s'en sert comme une information très éphémère, mais à partir du moment où on est capable de la conserver, de l'historiser, de l'agréger avec d'autres données, ça devient une masse de connaissances extrêmement utile sur ce qui s'est passé dans le passé justement. À partir du moment où on a pris une décision, par exemple il y a 6 mois, on continue à mesurer, on parlait des mesures de trafic, on peut prendre dans une ville une décision, donc changer le sens d'une rue. 6 mois plus tard, on a 6 mois de data, de données. Donc cette donnée-là, souvent, elle n'est pas du tout exploitée ni par les professionnels qui finalement disent on l'a stocké, puis on verra bien souvent, ni partagée avec un tas d'experts, d'urbanistes, architectes qui auraient besoin d'y accéder pour collectivement avancer, de chercher à faire cette intelligence collective. Mais en quoi, par exemple, pour une TPE, pour une PME qui sont un peu les acteurs qu'on va valoriser dans la rubrique Opinion Entrepreneur, pour un patron de PME, en quoi a-t-il des données comme trésor caché à valoriser qui peut lui valoriser? Concrètement, il y a 2 choses. Il y a ses données à lui. Donc, je ne parle pas des données de ses clients, mais typiquement, je suis un entrepreneur dans la location d'engins de BTP. Je génère toute une connaissance aussi sur quelles sont finalement les tendances, est-ce que les gens... alors, je ne suis pas spécialiste, mais plutôt des pelleteuses ou autre type. Bon, ça, c'est une information qui m'est utile, mais à un moment donné, ça constitue une connaissance. Et moi, en tant que TPE, PME, je peux croiser ça avec des données qui viennent d'autres acteurs. L'intérêt, c'est de connecter finalement des acteurs qui ne travaillent pas forcément ensemble. Donc, avec ses concurrents.
Ses concurrents, ça je ne sais pas, je pense pas. Non, mais avec ses partenaires, il a des fournisseurs, il a des distributeurs, il a des gens, Des investisseurs. il a des gens qui louent ces machines qui eux-mêmes génèrent des data. Donc ils ont tout intérêt à un moment donné à se partager cette connaissance business entre eux pour finalement améliorer leur fonctionnement collectif. Donc, à l'échelle de la TPE, il y a un deuxième aspect. Cette fois-ci, je peux, dans ce logique, si je donne, je reçois, entre guillemets, bénéficier de données tierces. Données publiques, météo. À partir du moment où ces données météo, c'est pas simplement la météo qu'on fait au journal télévisé tous les jours, mais de la donnée brute que je peux consommer avec des prévisions, des alertes, je peux, si je des engins de chantier, faire de l'anticipation, faire tourner aussi des technologies d'intelligence artificielle de prédiction qui diront attention, par rapport à l'historique de vos chantiers, qui sont forcément météo dépendants, l'impact sur votre business et vos prévisions de dépenses sera ceci ou cela. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on apprend à faire et finalement, qu'on soit à la tête d'une TPE, une ETI ou une grande entreprise, on a les mêmes enjeux. D'accord. Alors en fait, votre business, votre activité, c'est d'organiser, c'est de sécuriser le partage des données. Est-ce que vous êtes une entreprise 100% française? Je veux par là, est-ce que vous utilisez des technologies françaises ou américaines, voire chinoises? Pour dire les choses autrement, est-ce que ça vous parle ou est-ce que c'est un fond problème selon vous, les enjeux de souveraineté numérique? Et n'est-ce pas contradictoire avec cette dimension de partage justement des données? Alors ça me parle, et c'est clairement un quotidien pour nous. Donc pour répondre à la première question, on est une entreprise 100% française, mais qui sait mobiliser, selon les cas, des technologies qui peuvent être françaises ou étrangères. Je vais prendre un exemple concret. Quand on travaille pour une entreprise, typiquement une administration, pour tout un tas de raisons, veut bénéficier d'une solution 100% française souveraine, elle peut travailler avec nous, c'est ce qu'elle font, parce que nous sommes une société à capitaux français, géographiquement évidemment, et nous n'allons utiliser que des technologies françaises jusqu'au stockage de la donnée. Donc là, on va travailler avec des fournisseurs, enfin pas tous nous-mêmes, mais qui sont eux-mêmes des sociétés françaises. Quand je travaille pour une entreprise qui peut être française, mais qui, elle, travaille à l'échelle internationale, elle va, d'une certaine manière, devoir répondre aux mêmes exigences, mais pour ses clients aux États-Unis et en Australie. Donc moi, je vais lui offrir, tout en travaillant pour elle, avec une entreprise française, que je vais lui faire tourner ces technologies, donc les miennes, sur des infrastructures américaines, australiennes ou dans les pays du Golfe. Donc c'est vraiment cette capacité qu'on a à accompagner nos clients à répondre finalement partout dans le monde à ces exigences de souveraineté, alors qui, vous avez raison, qui n'ont pas exactement les mêmes définitions en fonction des droits et des manières de sensibiliser à la donne. On est dans un nouveau secteur d'activité qui, il y a 20 ans n'existait pas. Est-ce qu'on a une forme de jungle ou est-ce que vous considérez, notamment vis-à-vis des politiques, on a beaucoup de make-up sur les politiques dans l'opinion internationale, qu'il y a un peu une régulation qui se met en place et un cadre qui lui donne, j'ai envie de dire, une sorte de stabilité du monde dans lequel vous naviguez? Oui, le cadre il est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de travaux qui se font, notamment au niveau de l'Europe, sur les directives. Alors, ça prend toujours un petit peu de temps avant que ça se traduise en loi, mais ça donne un cadre. Et le pire, je dirais, c'était quand il n'y avait pas de cadre. Où finalement, derrière le mot données, on ne distinguait pas plus une donnée personnelle qu'une donnée non personnelle. C'est pire qu'aujourd'hui. Oui, parce qu'il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de régulation, on était demandeurs, les professionnels de la technologie, et qui notamment fabriquent des solutions pour organiser ces flux de données. Non, ça peut des fois être contre-intuitif. On attend à ce que les définitions soient claires. Et à partir du moment où on a tous les mêmes définitions et les mêmes règles, effectivement, ça rassure les entreprises, les administrations, et on fait les choses en demandant à l'acteur public de prendre soin, je dirais, des individus et des libertés individuelles, tout en permettant l'innovation. Parce que tout ça, ça permet quand même beaucoup de nouvelles choses et des innovations dans des secteurs dont c'est vraiment besoin. Est-ce que la crise Covid, au niveau consommation, au niveau des usagers et des citoyens, elle a fait exploser la bulle Internet, elle a fait exploser le marché de l'Internet, la consommation, on le voit par exemple pour le cinéma, sur une plateforme numérique plus que dans les salles de cinéma. Est-ce que dans le B2B, dans le secteur professionnel qui sont le vôtre, est-ce que vous avez été impacté par la crise Covid dans un sens ou dans l'autre? Alors nous, sur notre activité propre, on a été impacté positivement parce que la crise Covid a mis en lumière le fait qu'on a besoin ensemble de trouver des solutions à des défis complètement inédits, que ce soit dans la recherche médicale ou la capacité de s'organiser très rapidement entre nous, même savoir où aller faire ses courses et pouvoir acheter des fruits et des légumes. Et ça a montré que ces fameuses données, elles n'étaient pas assez partagées. Et ceux qui finalement étaient déjà dans une mécanique de partage maîtrisée, bien contrôlée, avec un écosystème plus vaste, trouvaient plus rapidement des solutions. On l'a vu dans la recherche médicale. Et alors,
va faire le focus sur des choses qui n'ont pas été très agréables à ce moment-là, mais on a vu qu'à un moment donné, on voulait juste savoir, voilà, dans les EHPAD, combien de gens étaient touchés, pas touchés, et il était impossible d'appuyer sur un bouton. Alors ça me paraît, on a l'impression que c'était une question, normalement, on devait avoir la réponse instantanément. Et ce n'était pas le cas. Pourquoi? Parce que tous ces acteurs, le public privé, n'étaient absolument pas organisés pour, en moment de crise, mobiliser rapidement toute l'information et la connaissance pour prendre vite des décisions. Et c'est ça que nous, en tout cas, on cherche à faire en facilitant le partage et l'échange d'informations. C'est presque une révolution mentale on est en train de vivre, le partage de données et de faire du business sur le partage de données. Alors, quelque part, dans le capitalisme, il y a une notion de propriété privée, d'appropriation personnelle des savoirs et des trésors que l'entrepreneur détient. Vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, nous, on voit vraiment, et parce que c'est notre conviction, hein, qu'on va contribuer à finalement une vision de la technologie et des données qui est encore aujourd'hui simplement dans l'amélioration. On fait mieux que ce qu'on faisait avant avec des nouvelles technologies plus vite, et ça apporte des gains, mais pas le contraire, à une transformation des usages et des rapports qu'on a entre nous. Alors soit pour faire face aux crises, comme on vient de le dire, mais aussi parce que voilà, la population évolue, les nouvelles générations sont beaucoup plus familières finalement de la consommation instantanée de contenu, hein, mais c'est vrai aussi pour la data. Donc elles attendent aussi à ce que leur employeur, leur ville, leur administration leur propose en self-service, un libre-service, à la consommation, ces informations qui sont à base de données. Donc oui, c'est une révolution qui est en train de s'opérer. Et finalement, on est un peu moins à la course à l'armement technologique, stockage en masse, traitement en masse. Finalement, on ne sait plus trop pourquoi faire. Hein. Et puis, alors, peut-être qu'à la NASA, on comprend que ça sert pour faire décoller des fusées, mais enfin, tout le monde ne fait pas décoller des fusées tous les jours. Et donc nous, on est sur une approche finalement un petit peu plus frugale en disant, vous devez pouvoir utiliser, quand vous en avez besoin, la donnée, l'information qu'elle soutient à n'importe quel moment. On parlait de Covid, donc qui a finalement facilité le développement du monde du numérique au sens large du terme. Alors là, depuis quelques semaines, on assiste à une forme de rétropédalage. On voit les grandes entreprises, Google et d'autres qui licencient. Alors vous, dans votre secteur, est-ce que c'est le cas? Est-ce que les gains de productivité, peut-être engendrés ces dernières années, expliquent ces dégraissages, ou est-ce que véritablement c'est la bulle d'Internet qui est en train d'exploser? Bon, je pense qu'il y a plein de sujets autour de ces mouvements. Bon, d'abord, on parle aussi de grandes entreprises publiques cotées en bourse. Hein, donc il y a aussi un effet, ceux qui, à la taille de ces entreprises cotées en bourse, ne font pas ce genre de gestes, alors que les autres l'ont fait, on se demande pourquoi ils ne l'ont pas fait. Donc je pense qu'il y a, je suis pas spécialiste, mais après la réalité, c'est que effectivement, quand on est sur il y a eu, comme je le disais à l'instant, cette course à l'armement, il y a eu probablement beaucoup trop d'investissement sur un certain nombre de choses, et il y a peut-être un retour, c'est pas forcément un rétropédalage, mais on revient un petit peu à la raison, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas repartir aussi fort demain. Donc c'est difficile d'anticiper. Et ça ne touche pas tout le monde. On est surtout sur des gens, sur des secteurs d'activité, je dirais B2C, ou en tout cas il y a une logique où il y a eu d'énormes investissements pour conquérir un marché dont on n'était même pas sûr qu'il existait, capter un maximum d'utilisateurs et de clients, et puis après, justement, le monétiser, le rentabiliser, sur des acteurs B2B, comme c'est notre cas, qui avons déjà, je dirais, un marché avec des gens qui ont besoin de solutions, qui vont impacter par ce mouvement. Une dernière question, on dit souvent que les acteurs d'Internet sont très énergivores. Alors, votre facture d'électricité, elle a explosé ces dernières semaines, comme c'est le cas pour les boulangers, ou peut-être aussi pour certains particuliers? Non, alors elle n'a pas explosé pour différentes raisons. Donc nous, on est sur des logiques de ressources mutualisées. Un boulanger, il a un four, et puis voilà, la facture augmente et il est directement impacté. Nous, on est sur des ressources, des infrastructures qui sont mutualisées auprès de grands fournisseurs d'infrastructures. Donc c'est relativement lissé d'une certaine manière, donc on n'est pas impacté. Deuxièmement, ce qui coûte cher dans le numérique, souvent c'est les mouvements et les traitements surtout en masse de données. Donc nous on est sur l'accès, donc je fais en sorte que les gens justement ne consomment la donnée que quand ils en ont besoin. Si on devait faire l'analogie, aujourd'hui vous pouvez avoir beaucoup de données sur votre clé USB, tant que vous ne la consommez pas et que vous ne vous en servez pas, ça coûte cher. Nous, on est un peu dans cette logique-là. On va aider à organiser, structurer, rendre accessible très simplement la data. Et le fait de la mettre à disposition en libre service, que chacun puisse venir la consommer de manière visuelle ou la télécharger quand il en a besoin, fait que finalement, on réduit les moments où les gens la consomment. Alors, quand ils en ont besoin, ils la trouvent immédiatement. Donc, in fine, nous, on aide d'une certaine manière même les entreprises, nos clients, à maîtriser leur impact, je dirais, énergétique, écologique, en termes de consommation de données, par rapport à d'autres approches, d'autres types de solutions qui sont encore une fois sur du stockage très extensif, plus extensif, souvent avec des clients qui ne savent même pas pourquoi.
12 ans après avoir créé votre société, Jean-Marc Lézard, quel est le regard que vous portez sur l'entrepreneur qui a démarré il y a 12 ans? Ouais, c'est une question que je me pose assez souvent parce que je regarde derrière moi, j'ai l'impression d'abord que c'était hier, ça va très vite. Nous, il y a une chose qui n'a pas changé, l'entreprise a grandi évidemment, une entreprise de 10 personnes, de 100 personnes, c'est pas exactement la même chose, et puis peut-être les 20, 500, 1000 personnes, ça sera encore autre chose. Ce qui n'a pas changé, c'est notre vision et notre mission initiale. Le sujet, c'est de démocratiser l'accès à la donnée, c'est de la mettre à portée de tous. Quand je dis tous, ça peut être de spécialistes comme, voilà, demain dans les écoles, on commence à avoir d'ailleurs des projets où des écoles, en collège, utilisent les données de leur territoire, de leur ville pour à la fois connecter l'apprentissage technologique et évidemment la connaissance finalement, ça sert à quelque chose, là où on vit, comprendre ce qui se passe autour de soi. Donc voilà, on a l'impression de contribuer à ça. Vous disiez dans l'interview, des acteurs de la santé plus le groupe, Exactement. parce qu'ils veulent mieux connaître en fait les potentialités de développement de leur secteur. Et ça, c'est tout ce qui fait l'ADN de notre entreprise et la passion qu'on a à la développer, à savoir que on se sent un petit peu investi d'une mission de connecter les gens entre eux à travers la donnée, qui est souvent quelque chose qui se paraît totalement conceptuel et immatériel et qui peut même faire peur à certains, alors que derrière, c'est un support de communication, de contenu comme un autre. C'est ce qu'on s'évertue à faire et c'est dedans. On en a encore pour un moment, je pense. Merci Jean-Marc Lézard. Merci beaucoup.